Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 39e épisode de recevoir Françoise Novak. Bonjour Françoise, comment vas-tu? Bonjour Joël, je vais très bien. Écoute, je Et suis ravi toi? de te recevoir, merci, très bien aussi. Écoute, pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, nous nous attachons à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, nous revenons à Paris pour discuter avec Françoise sur une thématique qui, premier abord, sonne curieuse, accoucheuse de voix. Bon, Françoise, on va commencer d'abord par la première question que tu connais. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors j'ai un parcours sur le plan personnel, tout ce qu'il y a de plus atypique et qui commence très tôt, avec comme clé mon rapport avec la musique et mon rapport à la voix. Il commence tellement tôt qu'en fait on peut le faire remonter à quand j'étais bébé, parce que mes parents avaient trouvé un super filon. J'étais un bébé qui pleurait comme tous les bébés, mais dès que l'un ou l'autre se mettait à toucher quelques touches du piano qu'ils avaient eu comme cadeau, ou eu à bas prix, je me souviens plus, eh ben je m'arrêtais complètement fascinée par le son, et du coup je m'arrêtais de pleurer, c'était tout bénéfice pour mes parents. Ils avaient compris la combine, donc ils utilisaient ça assez fréquemment. Et puis ensuite, je suis allée à la maternelle, et quand je rentrais de la maternelle où j'avais appris des chansons comme tous les enfants, et ben debout, en mettant mes bras un peu en hauteur, je retrouvais, parce que j'en avais envie, sur les touches du piano, les mélodies des chansons qu'on avait apprises à l'école. Du coup, ma mère a trouvé ça sympathique. Elle avait fait de la musique et elle a commencé à m'apprendre d'oreille des morceaux, des vrais petits morceaux pour piano. Et je me souviens que j'ai fait un concert, mon premier concert, à la maternelle, à 3 ans et demi, avec du reste j'ai fait une faute à un moment. Je me suis arrêtée, j'ai dit, je me suis trompée, je recommence. Et là, j'ai repris mon morceau et cette fois, je suis allée jusqu'au bout sans m'arrêter. Donc voilà, ça donne une idée de mon rapport à la musique. Et Mhm. du coup, bien entendu, j'ai fait après des études de piano et de solfège, parallèlement à mes études au collège et au lycée. Un certain nombre d'années après, j'ai commencé le chant parce qu'en fait, je préférais le chant. Et c'est là que les problèmes ont commencé à arriver parce que j'avais des difficultés avec ma voix, et elles se sont révélées d'une manière incontournable lorsque j'ai commencé mon premier métier, qui a été d'être professeur de mathématiques. Je pourrais expliquer pourquoi je ne suis pas devenue pianiste quand on parlera peut-être de mon parcours professionnel. Mhm. Et quand j'ai été prof de maths, ben, j'ai eu des problèmes d'extinction de voix pendant plusieurs semaines. Et là, ben, je ne pouvais pas me dire qu'il n'y avait pas de souci. Donc, je suis allée voir un phoniatre, qui est le nom des médecins qui sont spécialistes des organes de la voix, et puis un orthophoniste. Et on m'a trouvé comme des espèces de petits durillons qu'il y a sur les cordes vocales quand on force sa voix. Mhm. Et il a donc fallu que je fasse une rééducation pour faire disparaître ces nodules. Donc après ça, j'étais toute contente, et mon orthophoniste, qui savait que je voulais chanter, m'a donné les coordonnées d'une prof de chant en me disant qu'elle était très très bien, donc je pouvais aller la voir. Mhm. Je suis donc allée la voir, et ben, malgré ça, les séances que je faisais avec elle ne me satisfaisaient pas, et au fur et à mesure que le temps passait, plus ça allait, plus tôt dans la séance, j'avais comme des espèces de brûlures dans la gorge. Vraiment, ça me faisait très très mal. Mhm. Et à partir d'un certain moment, ben, on m'entendait plus, quoi. Donc ça m'a semblé bizarre. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, je comprends pas, est-ce que ça vous paraît normal? Parce que j'ai très mal à la gorge, et puis moi, de l'intérieur, je le vis pas très bien. Et là, au lieu de me dire, bah, peut-être que vous avez un problème, elle m'a dit, mais c'est rien du tout, c'est le métier qui rentre. Oh, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, il y en a une des deux qui me dit n'importe quoi, enfin, il y a un délire. Et comme j'étais bien sûre que c'était pas moi, j'ai évidemment arrêté de travailler avec cette prof, Bonne et je suis psychologie. retournée voir. C'est horrible, hein. Oui, Je oui. suis retournée voir mon orthophoniste d'abord, et puis le phoniatre aussi, et on m'a découvert que j'avais de nouveau des durillons, mais 100 fois plus gros qu'avant, et j'ai donc dû reprendre une rééducation. Oh là là. Et j'ai compris, bah, cheminer avec les profs de chant, c'était pas évident. Et je vais faire une petite incise là-dessus, parce qu'il y a des profs de chant géniaux, Mhm, oui. vraiment, et celle que j'ai aujourd'hui,
extraordinaires. D'accord. Mais la plupart des profs de chant sont des gens qui ont fait des études de chant dans des conservatoires et puis qui sont allés d'année en année, au bout du cycle, Mhm. sans problème avéré, et j'insiste sur le mot avéré, ça veut dire Mhm. qu'en fait ils ont des problèmes par-ci par-là, mais ça ne les empêche pas de chanter quand même. Mhm. Et à un moment, ils doivent choisir un métier et la plupart n'ont pas l'étoffe de devenir chanteur d'opéra, donc ils se rabattent sur le métier de prof de chant. Et donc, ils ont fait leur cycle sans se poser de questions sur la voix. Et la formation des profs de chant n'est pas du tout de savoir ce que c'est que la voix, comment ça fonctionne, quels sont les C'est la tenants et les respiration. aboutissants. Ouais. Et quand ils ont des olubrius de mon espèce, ils savent pas faire. Ah. Et je dis Mhm. bien la plupart, parce qu'il y a des gens très très bien. Et je dirais que c'est pas de leur faute, parce que la formation de prof de chant ne conduit pas à ça. Ok. À se poser toutes les questions de savoir comment régler un problème si on a quelqu'un qui a un souci. Et comme moi j'avais des gros soucis, Mhm. voilà, c'était pas évident de trouver la bonne chaussure à mon pied. Du coup, je suis allée sur plein de chemins de traverse. J'ai commencé à m'intéresser à l'anatomie de la voix, donc j'ai fait des stages là-dessus avec des gens très très compétents. J'ai travaillé avec un chanteur d'opéra qui avait eu des très gros soucis vocaux parce qu'il s'était même retrouvé sur une scène d'opéra à ne pas pouvoir chanter au Oula. moment où il l'aurait dû. Donc évidemment, sa carrière a tourné court C'est et sûr. il a dû complètement réinventer une méthode pour retrouver sa voix. Et donc, il a développé une méthode. Bon, il se trouve que ce monsieur a mal tourné, c'est devenu un peu un gourou, puis il pensait qu'il avait tout compris, ce qui n'est jamais le cas pour personne. Donc, Modestie, ouais. bah, je ne suis pas restée avec lui, mais il y a quand même des choses que j'ai prises de lui qui sont très très importantes. Mhm. Et donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai travaillé aussi avec quelqu'un qui est spécialiste des éléments qui constituent le son de la voix, qu'on appelle les harmoniques, Mhm. et qui fait un travail magnifique avec ça. Et encore aujourd'hui, parce que j'aimerais chanter de l'opéra divinement, Ok. donc je mets la barre très haut. Et C'est pour bien. l'instant, c'est très bien que ce n'est Il pas le faut. cas. Donc je continue à me former. Je travaille avec quelqu'un sur la coordination respiratoire. C'est une méthode spécifique. Je travaille avec des gens merveilleux qui font un travail d'improvisation. Théâtralo-danso-voisé, donc il y a la Mhm. voix aussi, à partir d'un travail sur les fascias étant quelque chose de pas très connu encore. Ce sont tous ces tissus conjonctifs qui relient notre corps de la tête aux pieds et qui font que quand on les manie bien, quand ils sont libres, nous permettent de faire des mouvements très souples. Et ça permet aussi de faire des mouvements nécessaires pour la voix d'une manière dégagée, ouverte et libérée. Voilà, donc je suis toujours en apprentissage Mhm. et je trouve que c'est très très bien parce que d'une part ça m'évite d'avoir le syndrome gourou dont De je prendre la parlais tout grosse à tête. l'heure. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, ça me permet toujours de revisiter, d'améliorer ma compréhension de la voix et d'améliorer mon propre accompagnement, puisque j'ai élaboré ma propre méthode. Elle est toujours en devenir, elle est Mhm. toujours en modification, grâce à ce que je continue de découvrir à travers mon travail sur moi. Et comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec une prof de chant que vraiment je suis ravie de l'avoir trouvée. Et justement, sa grande qualité, si je puis dire, c'est qu'elle aussi, elle a eu des problèmes et du coup, elle s'est posé 1000 questions. Elle aussi, elle est allée s'abreuver à plein d'autres choses. Mhm. Et du coup, grâce à elle, je fais énormément de progrès, je comprends énormément de choses. Et d'ailleurs, ça montre bien la différence qu'il y a entre être pédagogue de quelque chose et être un expert de quelque chose. Je veux dire, les chanteurs, très Mhm. souvent, les très grands chanteurs ne sont pas du tout des bons pédagogues, Mhm. surtout ceux qui n'ont eu aucune difficulté. Par contre, on peut être pédagogue et pas chanter divinement. Mhm. Mais quand on veut apprendre avec quelqu'un, c'est bien de trouver les bons pédagogues. C'est la problématique Voilà, qu'on a des experts, c'est-à-dire que on peut être un c'est expert dans ça. une thématique, mais avoir la difficulté de transmettre ce savoir. Exactement. C'est Exactement. ce que tu racontes, c'est un peu ça, et je Oui. pense que ça nous arrive tous. Moi, je le dis souvent, moi, je suis pas prof pour certains thèmes, je peux pas les expliquer. Mais ce que Mm. j'aime bien, j'aimerais revenir sur ton cheminement, parce que ça me fait penser
à une personne qu'on avait invitée il y a dans la deuxième ou première saison, Laure Chauby, elle aussi, qui a presque un parcours un peu comme toi, avec la voix ou la fête du chant. Donc ça, c'est à l'épisode Oui, 19. Je pense que je t'inviterai à te mettre en oui, contact avec elle. oui, Elle est à Munich, entre Stuttgart et Munich. Et elle a eu à peu près le même cheminement que toi. C'est-à-dire que elle a fait plutôt le chemin pour être chanteuse. Et elle a été oui, poussée à un extrême où, comme tu le dis, c'est des gens euh, qui sont tellement... Il y a une concurrence qui est poussée et on écrasera les autres, entre guillemets. C'est comme dans tout niveau comme le sport de haut niveau, où ceux qui sont un peu de faiblesse, ils sont écrasés, ou qui n'ont pas, ou qui n'ont pas de problème, ils vont en avant, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a toute une problématique aussi, autour. Et Laure avait eu le même problème avec la respiration, et c'est vrai qu'elle a combiné un peu, comme tu le disais, elle a essayé de chercher de comprendre comment oui, travailler, parce que tout est lié, la respiration, oui, bien sûr. La le- respiration, c'est une clé c'est la clé de fondamentale, hein. tout, c'est la clé de Ça, tout en c'est fait. Même moi, je me rends compte que des fois, j'ai un peu de mal, je m'emballe ma voix pour parler, alors qu'il suffit de ralentir le rythme, de souffler, d'inspirer, d'expirer par la bouche. Enfin voilà, alors je pense que j'aimerais faire ce lien en fait. Je pense que pour toi, ça peut être intéressant. Ça nous fait oui, venir donc tout ce cheminement que tu as eu avec la musique, quelque chose avec lequel on a grandi. Tu as grandi avec la musique depuis tout petite. Moi, j'avais presque, ça me fait sourire dans le sens, t'as l'oreille musicale, ou presque un Mozart au féminin, c'est bien. oui, Euh, oui. moi, je vois Non, non, mon je me fils là. compare pas à Mozart. Non. Ah, un petit peu. Un clin d'œil. Je me compare pas à Mozart et je me compare pas non plus à la personne dont tu parles parce Ah, que elle a fait une carrière vraiment de chanteuse lyrique. je Elle sais a pas quand si même fait un elle parcours. elle a fait, oui, elle avait fait, mais elle a été dégoûtée. Oui, Et elle s'est rendue compte qu'elle a développé un peu. Le parallèle que je voulais faire, c'était de développer sa propre oui, méthode, c'est-à-dire ce oui, travail oui, oui, sur les absolument. problèmes qu'on a soi-même pour peut-être les transmettre, Mm. c'est-à-dire comment Oui, oui, respirer. absolument. Donc c'est Oui, ça oui. l'idée. Et c'est là où je voulais Et faire puis le lien en fait, hein. ce qu'on a aussi en commun, c'est parce que je l'ai écouté, Ah, tu l'écoutais. Bien. son podcast que je trouve très intéressant. Elle parle du corps en disant que voilà, au lieu d'être dans le mental toujours, il Mhm. faut revenir au corps. Et ça, on partage ça toutes les deux. On est complètement sur la même longueur d'onde, Ouais, si je puis dire. ouais. Ouais. C'est pas mal. Donc elle s'est intéressée à une autre méthode qui est la méthode Tomatis, qui Mhm. travaille beaucoup sur l'oreille. Moi, je suis plus allée vers des choses liées au mouvement, on va D'accord. dire, et puis au corps dans tous ces aspects, parce que tu parlais de la respiration, mais ce qui est terrible, c'est que la voix, elle dépend aussi bien de la façon dont on tend sa nuque Mhm. La que posture. de la façon dont on verrouille ses genoux, Ok. de la façon dont on serre les dents aussi. Ok. Et d'ailleurs, pour dire une anecdote, chez les chanteurs lyriques, on dit que le vibrato est dans les coudes. Le vibrato, c'est ce Ah, qui fait que la voix, elle a un petit trémolo, mais il faut vraiment que ce trémolo soit tout à fait petit, en même temps pas trop grand, parce que sinon on a l'impression que c'est une personne sénile qui chante, mhm. pas trop petit non plus, parce que ça c'est tellement serré qu'on sent que c'est tout tendu et c'est moche, Mhm. mais voilà, quand c'est libre, c'est très très beau. Et justement, c'est d'autant plus libre que la personne qui chante a son coude qui est non verrouillé, c'est-à-dire que si quelqu'un veut lui ouvrir la main pour qu'elle ouvre le bras, par exemple, elle n'a pas le coude qui résiste et qui reste fixé. Ok. Et donc chez les chanteurs lyriques, on dit ça, que le vibrato est dans les coudes. Donc ça dit bien à quel point la voix, elle est en lien avec toutes nos tensions physiques. Et plus on détend ce qu'il y a à détendre, et plus la voix se libère et devient belle chez tout le monde, quoi. C'est impressionnant, tu vois, je découvre des nouvelles choses tous les jours avec ce Mm. podcast, avec nos invités, j'en suis ravi. Vraiment dans le sens, tu vois, moi, c'est une thématique, je me suis jamais, j'étais à 10 000 km, je vais être honnête, hein, Oui, à 10 000 km ouais. de me poser ce genre de questions, et c'est vrai que, bon, après, avec l'âge, on apprend que tout est lié, hein, la Mm. respiration, la posture, Ah oui, des trucs tout très bêtes, important. pour le mental, rien que la posture, comment on se tient, ça permet Oui, de nourrir le mental et le caractère pour être positif ou sûr de soi-même. Et c'est vrai qu'au début, je suivais un peu ces sujets-là et je me dis, bon, c'est des bêtises. Et tu le mets et tu le testes. Et puis en fait, tu te rends compte, tu as un changement en toi. oui, ah oui. Et c'est assez impressionnant. Donc ça nous fait venir un peu à la thématique. Parce qu'on a parlé d'accoucheuse de voix, mais on est toujours dans l'expectative de savoir qu'est-ce que c'est. Si tu Alors, permets, Françoise. je vais revenir sur ce que tu Oui, disais sur le changement, bien et sûr. puis je parlerai de la coucheuse de voix
bien deux sûr. termes en même temps. Mhm, Ce qui se passe, c'est que nos tensions physiques ne sont pas là par hasard. mhm. Toutes ces tensions qui nous détournent de cette posture naturelle, ouverte qu'on voudrait avoir, qui fait on serait parfaitement rayonnant Mhm. et que très simple, c'est lié au fait que dans notre vie avant, on a vécu des choses douloureuses, des choses qu'on a vécues très petit, par exemple, comme très dangereuses, qui Le nous ont traumatisme. campé dans une position de fermeture, de Mhm. défense. Ok. Et très souvent, on garde cette position après que le danger ait disparu. Et tout le travail que je propose, c'est un travail de réouverture de ces fermetures. Et du coup, on se libère de l'impact qui est inscrit dans le corps de choses très désagréables qu'on a vécues, donc des choses désagréables de son passé, qui Mhm. sont inscrites dans notre corps au présent. Et bien sûr, on ne refait pas son passé, le passé, il est ce qu'il est, Mhm. mais par contre, on peut se débarrasser de l'impact négatif de son passé sur son présent. Ok. Alors, pour revenir maintenant sur le terme accoucheuse de voix, ça renvoie au fait que le travail que je propose est complètement physique. Je dirais qu'il est à 1000% physique. Les gens, quand ils viennent, j'ai beau leur avoir dit ça, ils me disent oh, tu m'avais dit que c'était physique, mais là, c'est incroyable. Comme le yoga, j'ai jamais cru ça. Et tu sors de ça, tu sors vidé, en fait, les Enfin, le exercices. yoga, on sait que c'est physique. Quoi. Ouais, ouais. On sait qu'on va faire des mouvements qu'on Oui. n'arrive pas forcément à faire. Oui, mais on lève Et pas de la fonte, je veux dire, dans le sens, on pense physique, on pense à quelqu'un qui lève de la fonte, et on fait que des exercices de respiration, si je peux me permettre de le dire. Et comme tu le dis, le travail que tu fais, c'est super intéressant, c'est-à-dire que on retravaille tous ces blocages par, j'imagine, des exercices de respiration. Peut-être tu peux nous en dire plus? pas Ouais. seulement de respiration, Non? ça peut être des mouvements, Ok, ça peut être des changements de posture, ça ok. peut être dire des choses en faisant des mouvements. Par exemple, on va tellement vite pour respirer parce qu'on a Ouais. tellement Envie de communiquer. entendu dépêche-toi, tu vas être en retard, tais-toi, t'es à table, Finis ton tu assiette. parles trop fort, etc. Oui. Et puis dépêche-toi que Ouais. beaucoup de gens, quand ils parlent, et puis ils sont pris par leur mental pour parler plus vite, dire, et puis ils prennent une petite respiration comme ça, En et apnée. ils repartent. Ouais. Ce qui met mal à l'aise à un moment la personne qui est en face, Hmm. le fait de prendre le temps de s'accorder à soi-même, parce que c'est vraiment ça, s'accorder le temps de prendre son inspiration tranquillement. Waouh, c'est un gros truc qui va prendre de revers tout Mhm. ce sur quoi on a été construit. Donc c'est pas rien quoi. Ok. Et justement en faisant ça, on retrouve la puissance vocale qu'on avait quand on était bébé, donc on se reconnecte à sa puissance tout court, ce qui est énorme. Mhm. Je pourrais te donner un exemple d'ailleurs là-dessus. C'est absolument saisissant sur ce qui s'est passé avec quelqu'un qui a trouvé ça à un moment dès sa première séance. Et ça permet de sortir de soi ce qui on est vraiment. Quoi. Au lieu d'être enfermé, d'avoir la voix enfermée à l'intérieur et enfermé à l'intérieur de soi-même, eh bien, on réouvre tout ça et on prend sa place quoi, à tous les sens, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, parce que c'est étonnant de voir comment la vie des gens change après ce travail. Moi-même, j'en suis sciée. Ok. Alors, est-ce que tu veux que je te donne l'exemple de ce Ah, monsieur-là auquel je pensais par volontiers, rapport à parce que la... je trouve ça Oui, vraiment fascinant dans la d'accord. discussion qu'on a eue avant et maintenant. Et j'essaie de refléter ça sur moi, de le voir. Je me rends compte que en faisant le podcast, j'ai appris un peu à ralentir mon rythme de voix. Bon, c'est pas encore gagné, hein, on est bien d'accord. Mais à essayer de me poser. Bon, ça fait quand même 40 ans quand on dit essaye de te calmer, Joël. On n'y est pas encore arrivé, mais on est en bon chemin. Oui, oui, Mhm. moi je suis fasciné pour tout ce que tu dis là-dessus. Abordant ton exemple, je pense que ça peut peut-être illustrer la thématique pour nos auditeurs. Eh bien, j'ai fait travailler quelqu'un dont les séances étaient payées par son entreprise Mhm. au titre de la prévention des risques psychosociaux. Ok. Alors, pourquoi ça? Parce que ce monsieur était, et je pense qu'il est toujours autodidacte, et il avait le complexe de l'autodidacte. Il se sentait pas légitime. Ok. Du coup, il était très anxieux tout le temps et il s'était dit que pour justifier le fait qu'il était à la tête d'un énorme service, il fallait qu'il soit capable de répondre à n'importe quelle question dans son domaine qu'on lui poserait.
Donc tu imagines, La c'est pression. absolument impossible pour qui que ce soit de pouvoir répondre sans hésiter à des questions sur son domaine, parce qu'un domaine c'est immense, Mhm. et donc il y a toujours un moment où on doit dire, ben non, je sais Je pas, sais je vais pas. regarder, je vais plus tard. Bon. Mhm. Et ça avait induit qu'il avait en permanence la gorge sèche et qu'il se promenait tout le temps avec une bouteille d'eau et un verre d'eau. Et il buvait, et il buvait, et il buvait de l'eau. Et en conséquence de ça, il se disait, oh, les gens voient que je bois tout le temps, donc ils comprennent que je suis anxieux, et il avait honte. Ok. Donc Cercle vicieux. ça fait caresser un cercle, il deviendra vicieux. Ouais. Ionesco qui a dit ça dans un de ses écrits, Ok. il était encore plus anxieux, donc c'était absolument terrible. Donc il vient la première fois et je m'aperçois, ça saute aux yeux, enfin aux oreilles surtout, qu'il parle et puis qu'il prend une petite respiration de 2 gouttes d'air. Mhm. Donc je lui propose d'abord de prendre le temps d'inspirer en écartant les bras pour l'obliger à allonger son temps d'inspiration. Mhm. Et il essaye une fois, il essaye 2 fois, il essaye 3 fois, je le vois devenir de plus en plus petit, se rétrécir à vue d'œil. Donc je me dis, bon, Ok. stop, on Uh-huh. arrête, je lui propose de s'allonger sur le tapis réservé à cet effet. Mhm. Je lui fais faire quelques exercices de façon à ce qu'il décontracte son ventre et non pas qu'il gonfle son ventre comme disent énormément de gens, parce que quand on dit aux gens de gonfler son ventre, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent leur ventre en avant, donc ils ne Oui, je vois libèrent pas leur complètement. ventre. Hein. Oui, oui. Donc il arrive à faire ça et je me mets au piano et je lui donne une petite figure de 3 notes, une petite mélodie de 3 notes. Mhm. Et je lui demande de commencer à chanter ça et puis je fais bouger cette petite mélodie dans les graves, Mhm. puis dans les aigus, et là il commence à chanter avec une voix absolument magnifique, extrêmement puissante, avec presque un vibrato, c'était incroyable. Donc il entend ça et puis je lui propose un protocole spécial pour se redresser, se remettre debout, Mhm. parce que souvent on perd debout ce qu'on a trouvé allongé, parce que Mhm. c'est pas, on n'a pas le même rapport à son corps dans ce Mhm. cas-là, et ça marche très bien. Et puis au revoir monsieur, au revoir madame, on se retrouve la prochaine fois. Et la fois d'après, il arrive et je lui demande comment ça va, et il me dit, je n'ai plus besoin de ma bouteille d'eau. Donc, j'ai très bien, il m'a dit que ça, hein. Ok, J'ai ouais. très bien compris ce que ça On voulait avait dire, tout et ça ne compris, m'a pas quoi. étonné. Voilà, en fait, entendre cette belle voix qu'il avait, cette voix hyper puissante qu'il a trouvée, lui a fait se dire, même s'il il s'est pas dit consciemment, Ouais. qu'il n'était pas le petit morveux qui pensait, le petit autodidacte de rien, qui valait rien, et il a commencé à retrouver de l'estime de lui-même. Waouh. Alors, il m'a pas raconté sa vie, j'ai pas essayé de le persuader qu'il était quelqu'un de bien, rien du tout, on n'a pas discuté, il a Ok. juste chanté. C'est Voilà. impressionnant. Ça donne une idée de l'impact de ce travail, et puis aussi de l'impact de la voix, comment notre voix, le rapport qu'on a à notre voix peut changer énormément de choses dans le rapport qu'on a à nous-mêmes et aux autres. De toute façon, la voix, c'est notre identité, hein. Mhm. C'est vraiment Inimitable. Ouais. Mais énorme. c'est vraiment impressionnant parce que c'est vrai que, comme quoi, une séance plus efficace qu'aller faire des mois de psychanalyse. Enfin, je veux pas critiquer un Ouais. métier ou un autre, mais des fois, il suffit comment dire, de mettre le doigt au bon endroit, si on peut le Oui, dire comme ça, de changer un alignement et tu transformes oui, une personne en un seul coup. C'est plus que fascinant. Ça, moi, oui, oui. j'en suis sidéré, quoi. Oui, alors, ouais, moi, je tiens pas du tout à dire que ce que je fais, c'est mieux que la psychanalyse, Non, non, parce que, c'est pas ce qu'on veut. voilà, il y a des moments pour tout dans la vie. Exactement. Parfois, c'est parce que les gens ont pu faire une psychanalyse qu'ils peuvent arriver à ce travail. Mhm. Voilà, les deux peuvent se faire de front. Mhm. Voilà, mais par contre, mon credo, c'est que on ne peut pas, par la parole, dénouer des problèmes que l'on a vécu à un stade où on ne parlait pas. Et il y a plein de choses qu'on a vécues avant d'avoir la parole, avant de parler, quand on était bébé. Mhm. Et il nous en est arrivé des choses, le sentiment d'abandon d'un bébé, le fait qu'on lui dit de se taire violemment, qu'on lui ait pas donné son biberon au bon moment, et qu'il se sent perdu, etc. Donc, toutes ces sensations qui font se refermer, il
il n'en a pas le souvenir et il ne va pas pouvoir le verbaliser plus grand parce qu'à l'époque, il n'avait pas la parole. Sauf à faire tout un travail qui permette de revenir à l'état d'enfant Mhm. bébé, mais ça, là, à ce moment-là, c'est autre chose. Mhm. Mais Ok. c'est en ça que les disciplines peuvent être extrêmement complémentaires. Ok. Mais c'est vrai que on peut aussi se débarrasser par un travail sur la voix de problèmes qu'on a vécu, qu'on a engrangés et dont on peut se débarrasser autrement que par la parole. Ok. Notamment l'estime de soi. Alors revenons un petit peu sur ton cheminement professionnel. Si j'ai bien compris, au début de ta carrière professionnelle, tu étais enseignante et c'est là où Oui. tes problèmes de voix sont arrivés. Alors est-ce que tu criais sur tes élèves, prof de... ou est-ce que... ou est-ce que... Oh non, je crois pas que je criais sur mes élèves, mais Je bon, vois pas trop on fait ça par souvent rapport à ta voix. Désolé. on fait souvent l'erreur de penser que quand on veut que sa voix se déploie, rayonne, Oui. bah, il faut pousser sa voix vers l'extérieur, là, Ok. parler le plus fort possible en forçant, quoi. Mhm. Et je peux d'ailleurs dire quelque chose à ce propos-là. Bien sûr. Il se trouve, en fait, mes problèmes de voix remontent à bien avant mon professorat, mais Ok. je l'ai découvert bien plus tard, ça. Parce qu'il se trouve que j'ai une voix de femme très grave. Aujourd'hui, je peux chanter des airs de basse d'homme, Ok. ce qui veut dire que je descends très bas dans les sons. Mhm. Et j'ai aussi des aigus de femme. Et les filles qui ont ça, au moment de la mue, eh ben, elles ont des problèmes de mue de petites filles, enfin de prépubères, comme les garçons. Sauf que comme ce sont des filles, et que les gens ne savent pas que les filles peuvent aussi avoir des problèmes de mue, on ne Ok. s'y intéresse pas et on C'est ne les vrai. voit pas passer. Je me suis rappelé que quand je chantais à l'école, des fois j'avais la voix qui craquait et ça venait de là. Donc Ok. mes Comme... problèmes de voix remontent à très très tôt. tu vois, je le savais pas du tout. Moi, je pensais la voix qui mue plutôt chez les adolescents. Moi, j'ai Oui, un adolescent de 15 ans qui commence à avoir la voix qui craque comme ça, comme on l'avait. On se moque gentiment et c'est vrai que c'est pas bien non plus parce que le fait des non. hormones. Et en fait, chez les filles aussi, tu vois. Ok. Alors, chez les filles qui ont des voix spéciales comme la mienne, Ok. c'est-à-dire qui ont des graves très très bas. Ok. Parce que je puisse chanter l'air de Zarastro dans La flûte enchantée, Ok. c'est pas du tout Pas pour... classique, quoi. Non. Il y a peu Non. de femmes qui Peu ont de ça. femmes. Mais il C'est y vrai. en a. Il y a des Ok. femmes qui ont des étendues de voix énormes. Et c'est celles-là qui ont des problèmes Ah, à ok. ce moment-là. Ok. Et c'est intéressant de le dire parce qu'il y a Mhm. peut-être des auditeurs qui, du coup, vont se dire vis-à-vis de leurs enfants, ah bah tiens, il faut que je regarde ça de plus près. Donc, ça, Mais c'est pas c'est une plus, bonne chose. c'est pas mal de le Oui. signaler. Je pense que c'est bien aussi, tu vois. Mais moi, je le savais pas du tout. Bon, moi, j'ai des garçons, donc la thématique, la musique de voix, ça sera différent. Oui. Donc, prof de maths. Alors, c'est pas parce que je criais après mes élèves et que ça ne marchait pas que j'ai arrêté d'être prof de maths, Ok. mais parce que, bon, moi, j'ai toujours eu envie d'apporter quelque chose, la transmission, La voilà. transmission, ouais. La transmission, c'est quelque Du chose de savoir. très important. Et Mhm. le fait de contribuer au fait que les gens deviennent autonomes a toujours été très important pour moi. Et mon credo quand j'étais prof de maths, c'était que en apprenant les mathématiques, les élèves puissent être à même de voir tous les tenants et les aboutissants de leurs décisions, vraiment de pouvoir décider en connaissance de cause en fonction de leurs propres envies. Et Mhm. qu'est-ce que j'ai découvert? Que dans l'éducation nationale, on mettait tout le monde dans le même entonnoir, ceux qui ont tout compris et ceux qui avaient 3 trains de retard. Et puis en mettant ces gens-là qui avaient 3 trains de retard au même endroit et en allant aussi vite pour leur expliquer des choses nouvelles On les qui dégoûtait. s'appuient sur des choses anciennes qu'ils n'ont pas comprises, c'est les mettre à la poubelle. En Ouais. fait, on les met dès le début à la poubelle. Et donc, on en fait des insatisfaits Mm. qui vont obéir à n'importe quel ordre. Et ça, c'était exactement ce que je voulais pas. Donc, Mhm. je suis partie en prenant quelques années pour avoir comment dire, une formation. Je À me suis faire un formée virement, un sur revirement. le tas Mhm. en Pardon. prenant temps partiel. Mhm. Et j'ai répondu à une petite annonce qui m'a permis de devenir responsable du développement de la musique et de la danse en Meurthe-et-Moselle, où je suis restée donc quelques années. Ok. Puis je suis revenue à Paris. Là, j'ai eu plusieurs activités un peu pour manger, et parmi celles-là, j'ai été attachée de presse. Ok. J'ai été une excellente attachée de presse parce que je suis quelqu'un de très obstiné et aussi parce que
je réfléchis un petit peu à ce que je fais, donc ça marchait très bien. Mais très vite, j'ai trouvé que c'était un métier qui était quand même pas très valorisant et pas très agréable. Mhm. Et avec une espèce de naïveté incroyable, je me suis dit, oh ben je peux faire des articles, ça doit être à peu près pareil. Et on m'a prise au mot. Alors, j'écris depuis que je suis toute petite, hein, j'ai un rapport à l'écriture qui est évidemment pas anodin. Mhm. Et on m'a prise au mot. On m'a conseillé d'aller dans une rédaction, parler au directeur de la publication, qui m'a testé sur quelques articles. Et voilà-t-il pas qu'à ma grande surprise, il me propose d'intégrer la rédaction et de devenir responsable de la rubrique culture et de la rubrique environnement, à quoi je ne connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur l'eau et que j'ai fini par écrire 3 livres sur l'eau, dont le premier livre sur le prix de l'eau du robinet en France, qui est paru aux éditions Economica. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais aussi écrit un bouquin de maths sur les espaces vectoriels avant de quitter Françoise, tu es une mine d'informations. Je pense que je vais en faire 3 ou 4 épisodes. La musique, la voix, les mathématiques, l'environnement. Dis donc, waouh! Voilà. Bon, alors donc je vais aller rapidement sur Non, le non, fait non, que non, j'ai non, aussi. c'est super. Alors, je pense qu'il va falloir que je mette dans l'article toutes ces références à ces livres-là. Bon, moi, en Oh tant que... non, je pense Non, pas, non, je ah pense pas. ok. Non, je trouve que c'est intéressant pour montrer que Oui, vraiment mon parcours est atypique et ah, puis c'est que j'ai clair. fait des choses très rationnelles Oui, et que le travail qui peut avoir l'air un peu bizarre parce que les gens ne connaissent pas sur le corps concernant la voix, bah, c'est pas un il y a truc éthéré, au contraire c'est vraiment extrêmement concret et que j'ai la tête sur les épaules parce que quand on fait des maths, ouais, justement c'est parce que on aime bien qu'avec les mêmes hypothèses on arrive aux mêmes conclusions. exactement. Non, mais c'est très carré, c'est bien. C'est une approche très, très cartésienne du travail de Oui, la voix, quoi. Je trouve ça impressionnant parce que c'est vrai que au premier abord, et je te le cache pas que étant cartésien aussi, quand on est ingénieur, on est un peu, on veut que les formules, ça donne le même résultat, et que quand on arrive avec des choses qu'on peut pas expliquer par A plus B, on met ça un peu dans la science-fiction, on va dire, ou dans oui. le. Alors il y a quand même des choses qu'on peut pas expliquer par A On est plus B, d'accord. hein. On les court aussi. C'est aussi Oui, vrai. oui, oui, Ouais. oui. Ok. Mais c'est bien d'avoir les pieds sur terre Oui. et de pas partir en lévitation. Il y a Oui. beaucoup de charlatans, Oui. hein, et c'est vrai, c'est C'est vrai. important de De le pas signaler. aller sur. Voilà. Ok. Ah, écoute, c'est intéressant donc ce cheminement que tu as eu, combiné, arriver à ce travail sur la voix, puisque c'est les problématiques que tu as rencontrées pour toi-même, en te disant que tu veux le Mm, partager aux autres. Donc ça me fait venir mm. un peu à la question de, en tant que tu aides les gens à accoucher de leur voix intérieure, hein, c'est bien ça. Comment tu Oui. fonctionnes? Comment ça fonctionne? Si on peut prendre un exemple pour nos auditeurs qui disent oh, moi je me sens toujours oppressé dans la gorge, ou même moi là, tu vois, commence à avoir la gorge sèche, mais c'est peut-être parce qu'on parle beaucoup. Alors, Comment tu fonctionnes? je veux pas prendre la place des phoniatres et des orthophonistes, hein. Si je m'aperçois que les gens forcent leur voix, je vais pas leur dire venez chez moi. Non, Il c'était un y a un exemple. certain nombre de cas où je dis aux gens, surtout s'ils me disent qu'ils ont eu des problèmes, je leur dis bah, allez voir un phoniatre et un orthophoniste, enfin, un phoniatre qui vous dira s'il y a de quoi dans votre situation, il faut aller voir un orthophoniste et faire une cure de rééducation. Mhm. C'est la première chose à faire, hein, évidemment. Donc si quelqu'un vient me voir, ben, ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un par exemple il y a 2 jours qui me dit je chante faux, c'est terrible, j'aimerais bien chanter juste. Bah, à tous les coups, les gens chantent juste dès la première séance. Pour moi c'est facile. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait des problèmes médicaux qui faisait que ça marchait pas dès la première séance de chanter juste pour eux, Mhm. pour la personne. Donc, si prenons cet exemple-là, ou quelqu'un qui me dit en réunion, j'ose pas prendre la parole parce que ce que j'ai à dire, c'est pas dans le moule, et tout de suite je me dis que les gens vont pas apprécier, que je vais être mise sur la touche. Voilà, donc je veux travailler là-dessus, je veux travailler ma voix, où on m'entend pas, où on m'écoute pas. Donc, je propose aux gens de venir pour une première séance qui va être payante, mais sans engagement. Et puis, ils vont se rendre compte de quoi ils retournent. Et en Mhm. fonction de ça, s'ils ont envie de continuer, au bout d'une semaine, on se prend un rendez-vous téléphonique pour faire le point. Et s'ils ont envie de continuer, eh bien, ils s'engagent à ce moment-là, et moi aussi, à faire 7 autres séances du même type, Mhm. sachant qu'on ne va jamais refaire la même chose et que personne ne fait la même chose qu'une autre personne. Mhm. Euh,
ils vont faire 7 autres séances du même type, donc pour faire un cycle de 8 séances. Et puis plus tard, un bilan, qui est très important, parce que tant que ce bilan n'est pas fait, le travail n'est pas terminé. Et pendant ces 8 séances, donc la première étant faite et les 7 autres, qui vont être à faire en laissant un espace de temps au moins égal à 14 jours, parce que ça va travailler tout seul sur le corps et l'esprit entre 2 séances, en faisant tenir ces 8 séances sur un an, parce que si on fait une séance en 2022, une deuxième en 2023, une troisième en 2024, on va progresser, mais quand même, il faut ça va être loin. Venir suffisamment fréquemment. Ouais. 8 séances, c'est pas très fréquent sur un an, pour que ça s'intègre, on va dire. Okay. Et je prends des groupes de 2 à 4 personnes où chacun va passer devant le groupe à son tour. Okay. Et en fonction de la posture, ce qui aura été dit dans la présentation, comment la personne serre les dents ou parle, bouge la nuque, serre la nuque, etc., etc. Je vais lui proposer quelque chose. Et à tout moment, en fonction de la réponse qu'elle va me donner, c'est-à-dire comment ça va réagir, je vais poursuivre, changer de chemin, lui proposer quelque chose que j'invente sur le moment. Et si ça te va, je vais te donner un exemple là-dessus. Est-ce que ça une seconde. Les 8 séances, tu dis tu les fais sur un an avec les gens ou ça peut être sur des périodes sur un maximum d'un an. Ok, d'accord. Ça peut être sur une période de 3 mois, dire voilà, j'ai en 8 séances, j'ai besoin de gagner, par exemple, j'en sais rien, en confiance sur ma voix. Donc, alors, 3 mois, non, parce que 2 fois 4, 8. Ouais, ça fait short. Il faudra 4 mois. Oui, 4 mois, pardon. Voilà, c'est tous les 14 jours minimum. D'accord. Pour donner le temps de décanter. Qui suivent. Pardon. Donc, oui, ça peut se faire sur 4 mois. Mais en fait, les gens, ils sentent au fur et à mesure l'espace, le temps dont ils ont besoin de séances consécutives. Oui, pour absorber. Et puis, on au fur et à mesure aussi en fonction de son propre emploi du temps et puis des places qu'il y a dans les ateliers que je propose. D'accord, ok. Tu voulais donner un exemple, excuse-moi, juste avant, tu disais ? Oui, un exemple d'un exercice que j'ai inventé. J'ai fait travailler une avocate qui était venue me voir parce qu'elle était tellement stressée quand elle avait affaire d'une plaidoirie qu'un jour, elle s'était retrouvée incapable d'articuler une parole et depuis, elle prenait des bêta-bloquants chaque fois qu'elle avait une plaidoirie à faire. Des bêta-bloquants, c'est des médicaments qui ralentissent le rythme cardiaque. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Ah ouais. Donc, sachant que j'existais, une autre avocate lui avait parlé de moi, elle est venue et au bout de, je crois que c'est entre 3 et 5 séances, je crois que c'est 4 séances, elle est venue en disant j'ai plus besoin de bêta-bloquants. Alors évidemment, elle ne plaidait pas souvent, elle s'était débrouillée pour avoir un type de travail en tant qu'avocate où elle plaidait peu. Mais le fait de pouvoir se dire je ne prends pas de bêta-bloquants aujourd'hui, c'est énorme. Et puis ça avait marché. Donc elle ne prenait plus ses bêta-bloquants et du coup elle se disait ça y est, j'ai fini de travailler, c'est pas la peine que je revienne. Donc je sentais bien qu'elle se faisait tirer l'oreille parce que je lui proposais des rendez-vous puis elle venait pas. Alors je l'ai persuadée de terminer son cycle, d'autant qu'elle avait payé pour les 8 séances. Et à sa 7e séance, elle n'arrivait pas à faire quelque chose et je lui propose, je l'invente à ce moment-là, de faire une espèce d'impro de mijaurée du 16e. Étant entendu que dans le 16e, il y a d'autres gens que des mijaurés, mais c'est une caricature, on comprend bien de quoi il s'agit. J'ai rien contre les gens du 16e. Non, mais c'est drôle. On a de l'humour chez Monsieur Joe, il n'y a pas de problème, Françoise. Voilà. Et donc, je lui montre, je lui dis, voilà, je te propose d'improviser comme ça. Oh, je fais un cabourg de la mal avec mon petit gâteau, oh là là, et vous, est-ce que je vais vous rencontrer? Donc, moi, ça m'amuse énormément de faire ça. J'imagine, oui. Je propose ça, et puis, comme le monsieur là dont je parlais tout à l'heure, je la vois se rétrécir, se rapetisser, et elle n'y arrive pas. Donc, je lui propose de terminer autrement, et puis arrive la 8e séance. Et à la 8e séance, je ne la reconnais pas. Cette personne qui était assez renfrognée, qui ne voulait pas s'amuser, parce que je propose beaucoup aux gens de trouver quelque chose d'amusant dans le fait de faire ce que je propose, de chercher l'émerveillement en eux, parce qu'à ce moment-là, le corps se libère, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. On est d'accord.
Et donc, Complètement. à cette 8e séance, j'arrive à la faire se promener en canard dans la pièce, en chantant à tue-tête et en riant. Je la vois rire, je n'en reviens pas. Mais écoute, Donc, c'est son cycle se termine, on se revoit au bilan. Ok. Et là, au bilan, très spontanément, elle me dit Tu te souviens de la 7e séance? Alors, je lui dis Ah, bah, tu parles que je m'en souviens. Et là, elle m'explique que quand je lui ai demandé de faire ça, ça l'a totalement décontenancée parce qu'elle est fille de boucher dans le 16e arrondissement Ah, et que quand elle a décidé de faire des études juridiques, on l'a pris, d'un ouais. côté, sa famille la voyait d'un drôle d'œil Ouais. Des classes fréquenter des gens sociales. qui n'étaient pas de son milieu, On est et d'accord. de l'autre côté, les clients de ses parents voyaient d'un mauvais œil que cette fille de boucher puisse prétendre à devenir avocate. Ouais. Au point qu'une personne, à un moment, l'a prise à part et lui a dit Tu sais, ma fille a voulu faire ça, elle n'y est pas arrivée, donc tu doutes bien que tu n'y arriveras pas non plus. Et d'ailleurs, tu ferais beaucoup mieux de faire des études d'esthéticienne. Oh la Quand elle vache. m'a raconté ça, c'est vraiment infect. Hein. Ouais. Et elle me dit ça, j'ai pris ça dans la figure et après la séance, j'y ai réfléchi, j'en ai rêvé la nuit et vraiment j'ai décidé d'envoyer balader tout ça. Et du coup, voilà comment ça s'est passé à sa 8e séance. Et l'histoire est absolument dingue parce que cette femme souhaitait devenir l'associée d'un grand avocat du barreau de Paris qui ne l'avait pas choisi quelques années plus tôt. Et chose incroyable, elle reçoit un message de ce monsieur qui lui demande de le rappeler. Et lui, qui avait vu qu'elle avait évolué dans les couloirs du palais, il lui a proposé de devenir son associée. Et elle s'en est doutée parce qu'elle m'a dit quand j'ai eu ce message, j'ai dit à mon mari j'y crois pas, il va me proposer ça. Et ça n'a pas loupé. Et ils se sont donc vus pour discuter le bout de gras. Et à un moment, elle me dit à un moment, je le regarde et je lui dis je te préviens, hein, si c'est une exécutante que tu veux, c'est pas la peine, parce que dans un mois, on n'est plus ensemble, donc mets carte sur table, dis les choses vraiment telles qu'elles sont. Et là, elle me dit, j'ai pas compris qui parlait. C'était moi qui jamais n'aurais osé lui dire l'ombre de ce que j'ai raconté comme ça, qui est sorti tout seul de ma bouche. Et du coup, elle est devenue son associée. Et quelques temps plus tard, 1 an et demi plus tard, elle a décidé de prendre son envol toute seule parce que finalement, ce monsieur pour qui elle avait une admiration extraordinaire, elle l'a trouvé pas si génial que ça. Et donc, elle a déployé ses ailes toute seule. Mais voilà, donc c'est... libérer le vrai moi, quoi, au fond d'elle, quoi. Comment? Elle a libéré le vrai moi qu'elle avait au fond d'elle, quoi. Oui. C'est ça. Oui, puis elle a trouvé sa confiance en elle, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Elle n'étudiait plus chaque mot qu'elle disait par peur de ceci, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Les blocages, ouais. Oh là là. Beaucoup de gens vivent pendant les séances cette voix qui leur dit ah mais je suis ridicule, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Puis à un moment ça explose. Ouais, ça explose et c'est parti. Et les gens commencent à s'amuser et à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ça c'est merveilleux. Mais écoute, je pense que c'est le message qu'on peut, si on pouvait garder un message de cet échange, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que j'évolue avec ce podcast, je me rends compte, on se met des barrières soi-même, mais pourquoi? Impressionnant. Il n'est pire visionnaire que soi-même. Ah bien sûr. Il faut s'amuser. Voilà. Mais en même temps, ça vient pas de nulle part. Hein. On nous a bien conditionnement aussi. Hein. Oui. Le conditionnement qu'on a depuis tout petit. Et avec la meilleure volonté du monde. Hein. C'est pas par volonté. Par méchanceté. Non. Ouais. Pour bien faire. Non, mais c'est ça. C'est mon fils, tu seras ingénieur. Hein, si on peut prendre cet exemple-là, ou ma fille, tu feras ça. Il faut finis ton assiette, dépêche-toi. Et on reproduit ces modèles tous, hein, je crois. Moi, je peux m'en rendre compte. Des fois, je me dis, mais... Enfin bon... écoute, François, je pense qu'on a parlé énormément d'une thématique super intéressante et en fait, j'en suis vraiment ravi de t'avoir à cet épisode. Je remercie Emmanuel encore 1000 fois de m'avoir proposé ton profil. Si tu nous écoutes, Emmanuel, toujours de surprise en surprise, c'est génial. Alors, est-ce que tu veux rajouter notre thématique? Dis-moi. Je tiens à dire que j'ai été aussi ravie d'écouter le podcast d'Emmanuel parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas de son métier. Donc, c'était passionnant aussi. Ok. Alors, tu sais que c'est marrant. Je vais rebondir là-dessus parce que dans le sens où beaucoup des amis qui ont commencé à m'écouter
des personnes que j'ai interviewées au début, qu'on connaît, parents d'école française, ou des gens qu'on connaît de vue, ou avec qui on discute, et puis ils me disent, mais Joël, c'est formidable. Ces gens-là, on croit les connaître, et en fait, on découvre des nouvelles choses, on apprend énormément, et je me dis, et là, j'en suis fier en disant, si au moins j'arrive à apporter quelque chose aux gens, c'est de découvrir des nouvelles choses, d'inspirer, ou que les invités inspirent nos auditeurs. Et je pense que c'est ça le plus important. Oui. Ben écoute, Françoise, dernier point, je pense comment on peut nos auditeurs, s'ils ont écouté jusqu'ici, c'est génial, merci. Comment on peut te contacter? Donc, nous contacter par téléphone, et puis en m'écrivant, et puis en allant sur mon site internet. Donc on mettra aussi. sur le site qui est françoisenovak.com, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça. Et puis, alors, Francoise, puisqu'il ne faut pas mettre de CDI sous le C, mais Non. c'est l'idée. Voilà. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube Ah où oui, j'ai on n'en a pas justement parlé. des témoignages de gens qui ont fait les séances et qui racontent comment ça a transformé leur vie. Et pour y aller, alors je ne vais pas donner l'adresse comme ça, mais il suffit de taper Françoise Novak, accoucheuse de voix. Je pense que nos Sur auditeurs YouTube. vont trouver, et je vais aller voir. Je crois que j'ai écouté et j'ai regardé 2-3 épisodes, enfin 2-3 témoignages. Ils sont sur ton site aussi, certains, hein. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est formidable dans le sens où on découvre des nouvelles choses, et je pense que tu fais un travail super pour libérer certains gens qui ont leur propre blocage. Écoute, merci Françoise. Je te dis merci et à bientôt. Ciao. Grand merci à toi, Joël. Ce fut un plaisir. Réciproque. C'est super. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 39e épisode avec Françoise vous a plu. Énormément d'informations, je le sais. Pour petit rappel sur les personnes qu'on a citées dans cet épisode, on a parlé de Laure Chauby qui parle du bien-être par le chant. Donc si vous voulez le réécouter à l'épisode 19. Ou Emmanuel Lewartowski, l'épisode 34, qui nous parle sur l'écriture. Personne qui nous a mis en relation avec Françoise. Donc au passage, nos remerciements à nouveau. Donc, pour le prochain épisode, l'épisode 40, nous retournons à Hambourg, rencontrer Hugues-Antoine Kirstetter, et nous allons parler finances personnelles. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.